Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu au PSG, si on peut parler d'actu, puisqu'on est en pleine trêve internationale, c'est assez calme, mais on va donc en profiter pour se projeter sur le mercato qui arrive, avec pour aujourd'hui une pépite qui a été associée au club ces derniers jours dans les médias et sur les réseaux sociaux par des sources très fiables. J'ai nommé João Neves, pas pour les sources, mais c'est bien lui, la pépite, la sensation du Benfica qui avait déjà réussi à capitaliser l'hiver dernier sur Enzo Fernandez. Juste après la Coupe du Monde, rappelez-vous, ils ont réussi à faire casquer la Merloc de Chelsea à hauteur de 130 millions d'euros. Et bien là, cet été, le remplaçant d'Enzo à Benfica pourrait partir pour une somme assez similaire puisque João Neves, qu'il a donc remplacé sur la seconde partie de saison dernière et qui s'est imposé avec une progression absolument fulgurante cette année, il dispose d'une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Plein de clubs européens qui le suivent, dont le PSG, et donc on va développer tout ça dans cette vidéo. Mais avant, revenons sur l'actu chaude, assez concrète, le live de Luis Enrique hier soir sur Twitch. J'ai rien compris, voilà, je comprends absolument rien à l'espagnol, donc j'ai attendu les retranscriptions faites par ce bon vieux Adrien Grenier, entre autres, sur Twitter, et donc... Alors, Luis Enrique, bon, ça c'était facile à comprendre, il a commencé son live avec la fondation qu'il a créée en l'hommage de sa fille qui est morte d'un cancer des os très rare. Il a annoncé un son qui est d'ailleurs sorti, je crois, cette nuit avec un artiste catalan qui a été rédigé avec des proches et tout ça. Donc ça, c'est tout à son honneur et on respecte 1000 fois sa force de caractère. Et ensuite... il a donc répondu aux questions de manière spontanée. Il y en avait des tonnes. Je ne sais pas trop comment il les a sélectionnées, mais il s'est pas caché. Alors, il n'a pas fait de déclaration choc, les gars. On va s'arrêter sur 2-3 d'entre elles, mais on va un petit peu, chercher la petite bête pour essayer d'ouvrir des débats. On va pas se mentir. Voilà, il n'y a pas grand chose à en tirer. Alors déjà, la déclaration où il cite en fait les joueurs du Barça qui seraient titulaires au PSG. Alors déjà, on lui demande donc les joueurs qui seraient titulaires dans l'équipe et il nous cite quasiment toute l'équipe du Barça. Donc c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions sur cette question. Après voilà, pour tout ce qui est Gavi, Pedri, Gundogan, De Jong, Yamal, Cubarsí, Araújo qu'il a cité, bon, c'est logique, ces mecs-là sont titulaires chez nous. Après, Koundé, bon, intrinsèquement je sais pas. Lewandowski, bien sûr, c'est un top 9. Mais le problème, c'est que on n'a pas lancé 180 millions sur deux numéros 9 qui, visiblement, ne plaisent pas vraiment à Luis Enrique. Et donc, dire que Lewandowski, 35 ans, aurait sa place dans l'équipe, bon, je sais pas si c'est un bon signal qu'il aurait envoyé. Et aussi pour Ter Stegen, par rapport à Donnarumma, bien évidemment, même si Ter Stegen est un gardien très très bon, qu'il faut absolument pas sous-estimer et qui, d'ailleurs, est dans une très bonne dynamique. Je crois qu'il est sur quasiment 5 matchs sans avoir pris de but en Liga, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, cette équipe du Barça qui a évidemment pris un tournant après la déclaration de Xavi du départ. C'était début février, si je dis pas de bêtises. Et qui ont une bien meilleure assise défensive qui finalement rapproche le Barça actuel du Barça de l'année dernière qui est champion en Liga avec une excellente défense, un Ter Stegen qui est évidemment tout aussi bon. Et bien sûr, donc là, on peut se poser des questions quand même par rapport à Donnarumma. On sait très bien que l'été dernier, il y avait eu des questions. On a aussi recruté Arnau Tenas, qui a un profil assez différent de Donnarumma. Et pour cet été, c'est vrai que malgré la progression qui est à noter, parce que quand on fait l'état des lieux de l'effectif, Ugarte, alors il y a la question de l'intégration, de l'adaptation, parce qu'il vient d'arriver, mais en matière de progression, par rapport à septembre et aujourd'hui, on voit pas grand-chose en fait. Il perd toujours autant de ballons, il est aussi peu à l'aise quand il reçoit le ballon de haut jeu, quand il doit se retourner, quand il est sous pression et tout ça. Après, voilà, il y a l'intégration. Par contre, Donnarumma, lui, tu vois une vraie progression avec le changement d'entraîneur des gardiens qui était un vrai défi, puisqu'il s'entendait très bien avec l'ancien. Le nouveau était un petit peu inconnu au bataillon, il venait d'Andorre, il avait fait une pige à Hong Kong, il est très jeune, il a 32 ans je crois. Donc, enfin, il y a des joueurs dans l'effectif qui sont plus vieux que lui, je crois Danilo. Donc voilà, c'est vrai que il y a eu une vraie progression chez Donnarumma cette saison. Malgré ça, peut-être, on le répète assez souvent dans les vidéos, chez Luis Enrique, il y a des petites interrogations sur son jeu au pied. Bref, il y a aussi une déclaration sur Xavi Simons qui m'a plu parce que déjà, il le couvre d'éloges. Luis Enrique, il dit voilà, c'est un joueur qui performe, qui est en prêt, et surtout, il dit, il a le profil idéal pour notre modèle de jeu.
ça c'est très intéressant parce qu'il y a de vraies questions, hein, balayer comme ça d'un revers de médaille le débat du positionnement de Xavi Simons, ça me paraît être assez court quand même. Hein. Nous dire, ouais, bah ça y est, faut un milieu avec Xavi Simons et Warren en relayeur. Bon, je suis pas très sûr de ce genre d'analyse. Tout comme, ouais, faut mettre Xavi Simons ailier gauche. Bon, vu ce qu'on demande à un ailier dans le système de Luis Enrique, ça pareil, je suis pas très convaincu. Alors, j'ai déjà développé tout ça dans des précédentes vidéos. Hein. Pour moi, son rôle idéal, ce serait un peu faux numéro 9. Et ça, on le disait avant le rôle un petit peu de Dembélé sur le match retour face à la Real Sociedad et Nice la semaine dernière. Donc, un rôle qui ressemble à celui que pourrait avoir justement Xavi Simons. Et donc, savoir que Luis Enrique pense que Xavi colle avec son modèle de jeu, c'est plutôt intéressant. Parce que moi, j'entendrais ceux qui me disent « Ouais, ben Xavi, il évolue dans un championnat qui est très différent, dans une équipe qui est très différente, beaucoup plus verticale, contre-attaque et tout ça. Et au final, dans le 11 4-3-3 de Luis Enrique, il n'y a pas de poste qui se dégage vraiment pour lui. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre. Tu peux défendre cette théorie de manière très solide, même si, bon, personnellement, je suis pour le garder et faire la saison prochaine au poste de faux numéro 9, puisque ça tombe à pic, sachant qu'on a déjà mis 180 millions à ce poste l'été dernier sans grande réussite. Bon, j'ai pas très envie de remettre sensiblement la même somme à ce poste. Je préfère privilégier le milieu et justement profiter de l'opportunité d'avoir un joueur qui a une énorme valorisation sur le marché revenir gratuitement déjà, hein, d'un prêt à Leipzig où c'est un des meilleurs joueurs du championnat, il performe, il fait des statistiques et tout ça, il sera en confiance aussi, qui connaît aussi déjà la maison, qui n'aurait pas besoin de s'adapter à la vie à Paris et tout ça. Donc voilà. Ça, je suis plutôt content de cette déclaration. Après, à la fin, il souligne quand même que ça dépend des deux clubs. Et là, on ressent une certaine prudence, hein, qu'on a tout le temps sur le dossier Xavi Simons, qui est très difficile à déceler. Alors, on a eu un papier de l'équipe juste après qui nous a dit que ces derniers temps, on gagne des points vis-à-vis du joueur quant à un retour. Lui, il veut jouer la Ligue des Champions et avoir des garanties de temps de jeu. Alors, évidemment, le PSG de Luis Enrique, je pense qu'en matière de temps de jeu, si t'es bon, tu l'as en fait. Luis Enrique, il s'en fout des statuts, il va te faire jouer, tout comme il te mettra sur le banc si t'es pas bon. Peu importe ton statut. Mbappé, ces derniers temps, même s'il aurait pu le faire aussi quand ses prestations méritaient des sorties sur la première partie de saison. Tous les autres, hein. Lucas Hernandez a fait des petits retours au banc. Barcola, il est sur le banc face à Monaco. Il sort à la mi-temps face à Nantes, face à la Real Sociedad. Lucas aussi sort face à Montpellier, accessoirement dimanche, alors qu'il sort d'une de ses pires mi-temps depuis sa signature au PSG. Marquinhos aussi, voilà. Donc voilà, c'est vrai que la méritocratie, je pense que c'est un terme que plutôt à mettre en relation avec l'effectif du PSG qui se marie bien, disons, avec la politique de Luis Enrique. Aussi, Beraldo. Quand on lui demande si Beraldo pourrait être milieu, il dit « Bah non, en fait. Moi, je le vois comme un défenseur central, à la limite comme un latéral, selon la physionomie du match, mais pas vraiment comme un milieu. » Et il a dit exactement la même chose pour Marquinhos. Alors ça, c'est très intéressant, déjà en perspective du match face au Barça, hein, puisque la possibilité de voir Marquinhos en latéral droit à la place d'Hakimi pour pallier à la suspension du Marocain, c'est quelque chose qu'on met en avant sur la chaîne YouTube, qui visiblement est dans un coin de la tête de Luis Enrique. En plus, Marquinhos a fini des matchs au poste de latéral, je crois que c'était sur le côté gauche, mais en tant que latéral, en début de saison. En plus de ses piges, c'était il y a 10 ans certes, mais sous Laurent Blanc. Et donc, visiblement, Luis Enrique ne le considère pas comme un milieu de terrain. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai écouté le débat entre Walid Acharchour et le pauvre Walid. Je devrais préciser le pauvre, puisqu'il était face à Daniel Riolo et l'autre Thibaut Machin, là, qui était que j'aimais bien au début, et aujourd'hui qui est imblairable. Mais vraiment, hein, au début, il faisait un peu... il réorientait les débats sur des perspectives assez intéressantes, mais là, il s'est plié complètement à ce qu'est l'after-foot, et c'est assez triste, quoi. C'est assez triste. Et puis, bon, sur Twitter, pareil, il est assez désagréable. Bref. Et donc, il y avait le débat. Et dans le débat, Daniel Riolo a dit ouais, mais tu peux ne pas être d'accord, en fait. Hein. Dans la même classe, il y en a qui peuvent pas être d'accord. Et il donne comme exemple Tourelle et Luis Enrique sur cette déclaration de Marquinhos. Il dit, regarde, Luis Enrique, il le considère pas comme un milieu, alors que Tourelle, il le considère comme un milieu. Quand il a dit ça, j'ai un peu tiqué, en fait. Parce que je me suis dit, comparer Tourelle, qui a eu Marquinhos 2019-2020, probablement le prime du joueur à l'échelle de sa carrière, et qui donc l'a mis au milieu de terrain, à Luis Enrique qui aujourd'hui
à Marquinhos 2024, donc à savoir un joueur qui a quasiment la trentaine, qui est dans une spirale de confort absolument aberrante depuis 2 ans, qui a perdu en vitesse, explosivité, une qualité quand même qui est nécessaire pour évoluer au milieu de terrain. Je trouve que c'est un peu démago, quoi, dans le sens où en fait, il faudrait poser la question à Tourelle aujourd'hui. Je suis pas sûr que Tourelle y mettrait Marquis au milieu actuellement, parce que on a un joueur, voilà, qui semble avoir ses meilleures années derrière lui. Alors j'ai l'impression de parler d'un joueur de 35 ans, mais c'est vrai que ces derniers temps, notamment face aux ailiers au numéro 9 qui sont assez vifs, explosifs, c'est pas le Marquinhos qu'on a connu, quoi. Avant, c'était quelqu'un de très rapide, très explosif. Là, c'est vrai que je trouve qu'il est sur une pente descendante en matière de vitesse. Bon bref, c'était un petit peu ce que je voulais dire. Et je pense que la déclaration la plus importante, c'est celle quand il parle du milieu de terrain. Parce que déjà, il dit « Nous préférons avoir des 6 très techniques et rapides avec un esprit de création. » D'accord? Et ensuite, quand on lui demande si lui, Luis Enrique, en tant que joueur, aurait joué dans son PSG, il dit « Si c'est moi l'entraîneur, je ne me fais pas jouer car j'aurais perdu trop de ballons en fait. En tant que joueur, il aurait été pas assez technique en gros. Ugarte, tu peux le prendre pour toi quoi. » Hein, très clairement, là, c'est vrai qu'on a un joueur qui est dans le dur en ce moment. Luis Enrique lui fait plus confiance dans les gros matchs et ça va être très difficile pour lui d'inverser la tendance. Alors bien sûr, il y a toujours des perspectives de progression parce qu'on parle d'un joueur qui a 22 ans, si je dis pas de bêtises. Mais le problème, c'est que cet été, visiblement, alors Moscardo va venir. C'est un joueur registre défensif qui occupe les mêmes zones, grosso modo, qu'Ugarte. Qui, attention, hein, Moscardo, moi j'ai vraiment hâte de voir Moscardo, vraiment. Je suis déjà excité, même à l'idée de voir Moscardo, juste par rapport à la saison prochaine. Et puis on va recruter, bien sûr, à ce poste-là. Luis Enrique a fait que de le répéter. On a plein d'échos dans les médias qui disent que c'est lui qui veut Guimarães, c'est lui qui veut un mec avec de l'expérience, qui techniquement est très très bon. Ça parle de Kimmich et tout ça. Et donc, c'est vrai que Ugarte, on a évoqué la possibilité de le mettre en relayeur dans la précédente vidéo. Ça peut être quelque chose qui traverse l'esprit de Luis Enrique, mais à ce poste de numéro 6, c'est vrai que ça va être compliqué pour lui de s'imposer en tant que titulaire dans l'équipe Ugarte. Ces déclarations sont un peu bizarres. Bon, passons au sujet principal de la vidéo. Joao Neves, bien évidemment, le petit crack de 19 ans, qui est donc suivi par Campos et le PSG, selon Odjogo et Jamel. Jamel, évidemment, qui est donc le twitto bien connu, qui visiblement doit parler au vestiaire, hein, parce que il a tellement d'informations et qui sont tellement fiables que c'est à peine croyable d'avoir un mec comme ça dans la communauté. Donc ça fait plaisir. Merci à lui pour son travail. Donc, ces sources assez fiables nous indiquent que le PSG le suit depuis longtemps. Il y a Liverpool, le Bayern, Manchester United aussi, hein, qui sont très chauds dessus, peut-être dans une perspective de remplacer Casemiro. Ils avaient envoyé, je crois, des scouts regarder le match face au Sporting. Et dans ce match-là, d'ailleurs, Joao Neves avait marqué. Il a une clause, donc comme je l'ai dit, d'environ 120 millions d'euros. Alors bien sûr, alors déjà, comme beaucoup de nos pistes, hein, c'est vrai que cet été, on piste des joueurs qui ont des clauses. Alors, c'est facile, hein, si tu veux le recruter, tu sais comment tu peux le faire, à savoir péter la clause. Guimarães, la clause à 115. Osimhen, la clause à 130. Leao, la clause à 175. Et donc là, 120 millions. Bien sûr que c'est super cher. Après, si tu veux parler de manière brute, aujourd'hui, le plus important, c'est pas l'indemnité de transfert. Tous les joueurs sont surcotés. Enfin, qui est payé à juste prix, quoi. À part les joueurs qui sont recrutés en fin de contrat et qui, au final, sont des bonnes surprises. Gundogan au Barça, enfin Gundogan qui est vraiment incroyable, hein. Enfin là voilà, je m'intéresse, enfin j'ai regardé des grosses séquences du Barça cette semaine évidemment en vue du match, et c'est vrai qu'on a affaire à un joueur absolument extraordinaire, vraiment. Et l'année dernière j'avais des doutes, hein, quand il était associé au PSG, je vous disais ouais, il sort du City de Pep Guardiola, il a tout gagné, peut-être qu'il aura plus très faim. Le City de Pep Guardiola c'est une équipe qui physiquement évidemment te rend très fatigué, mine de rien je crois qu'il avait 32-33 ans. Au final, enfin voilà, je retire tout ce que je disais l'année dernière, mais à culpa, c'est un joueur absolument dingue. Bon bref. Bon, ceci dit, sur le marché aujourd'hui, voilà, tout le monde est surcoté. Il y a qu'à voir au poste de numéro 9, et c'est pour ça que je veux encore moins recruter, quoi, parce que si c'est pour recruter un Osimhen ou un machin chouette de ce style-là, autant faire avec Ramos et Colomani, quoi. Je préfère vous le dire, les gars, autant miser sur le milieu de terrain. Donc le plus important, c'est pas l'indemnité, c'est le salaire. Parce que le nouveau fair play financier, c'est sur la masse salariale. Et donc, dans cette dimension-là, c'est vrai que Joao Neves, de toutes tes pistes, c'est celui qui te coûterait le moins cher. Kimmich, si tu réussis à l'attirer, bien sûr, ce serait avec un salaire de porc. Guimarães, c'est pareil, hein. Il est à Newcastle.
pas croire qu'il gagne 3 francs 6 sous. Et puis surtout, il y a tellement de clubs sur lui que je pense qu'il va falloir casquer aussi pour l'attirer. En plus, t'es le PSG, t'es en France, déficit Ligue 1, évidemment. Il faut combler le manque de compétitivité du championnat avec des salaires attractifs qui sont évidemment mis en relation avec la ville, puisque Paris n'est pas Manchester. N'est pas Newcastle aussi, pour Guimarães. Là, je m'adresse à la femme de Guimarães, bien sûr. Si tu veux être dans la ville où la Fashion Week, c'est toutes les semaines, viens là pour la bonne gastronomie. Viens là, rapproche-toi, viens. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'avec João Neves, on a encore un joueur qui est peu confirmé, alors qu'aujourd'hui, on est l'équipe la plus jeune des quarts de finale de Ligue des Champions, que Moscardo, petit jeune du Brésil, arrive à ce poste. Après, si on va en demi-finale, si on prend la perspective d'aller en demi-finale ou alors d'aller en finale, mais vraiment, les gars, on va imaginer un monde idéal. Je dis pas qu'on gagne la Ligue des Champions, je dis qu'on va en finale. Je serais déjà, mais tellement heureux d'aller en finale, rien que pour le projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc on est le plus jeune effectif des quarts, on est en quart, et donc on a des joueurs qui, si on va en finale, vont avoir pris une expérience de dingue en fait. On va avoir capitalisé sur cette première année avec Luis Enrique d'une manière assez dingue. Pourquoi? Parce que déjà, la dernière journée des phases de poule, on peut considérer que c'était un match éliminatoire. D'habitude, la dernière journée, tu fais tourner parce que tu es déjà qualifié et tu affrontes une équipe du fin fond de la Turquie. Là, c'était Dortmund. Donc, on était un peu sur un 8e de finale avant l'heure. On a eu la Real Sociedad. Là, on va avoir le Barça qui va être très équilibré. Je ne dis pas qu'on va passer. Pour moi, c'est 50-50, les gars. Je respecte à 100% le Barça qui s'est renouvelé depuis l'annonce du départ de Xavi, qui est évidemment une excellente équipe que je redoute, bien sûr, même si pour moi, ça reste 50-50. Donc, il y a 50 aussi pour le PSG. Ensuite, la demi-finale. J'espère, si on passe en demi-finale, qu'on affronte l'Atlético. Une équipe un peu outsider de toujours, mais avec un stade où... en fait, un stade Ligue des Champions, quoi. C'est l'ambiance des grands soirs. C'est là, tu te frottes un peu à tout ce qu'il y a de surnaturel dans cette compétition. Et ensuite, si tu vas en finale, t'affronteras un gros. T'affronteras un gros, City, Real, Bayern, Arsenal. Et c'est vrai que si on s'arrête en demi ou en quart, c'est ça qui aura manqué à la saison du PSG, à savoir se frotter au plus gros d'Europe. Donc si on va en finale, peu importe si on la gagne ou on la perd, là, on aura eu la panoplie complète, en fait, pour que tous nos joueurs qui sont arrivés sans expérience en aient pris au maximum, en fait. Et donc, là, c'est vrai qu'on aurait un effectif... je serais super content. Vraiment, je prie tous les jours pour que ce soit le scénario, qu'on aille en finale, que nos joueurs apprennent à gérer la pression des gros matchs et tout ça. Et même déjà, 4 matchs à élimination directe avec le 8e, le quart, voire 5 avec donc Dortmund et cette phase de poule plus généralement qui a été très relevée avec le déplacement en Angleterre et tout ça qui a forgé, c'est sûr. Prendre 4-1 à St. James Park, c'est sûr que ça les a forgés en matière d'expérience. Donc vraiment, je trouve que cette saison, si on réussit tout ça, le bilan pourrait être très positif dans cette dimension-là. Mais il n'en reste pas moins que pour moi, au milieu plus que dans d'autres secteurs, il faut des joueurs confirmés. C'est pour ça que, avant João Neves, je préfère quand même un Guimarães 26 ans. Kimmich aussi. Moi, Kimmich, je vois sur les réseaux des gens qui ont des petites réticences. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a des bruits qui courent comme quoi ils voudraient pas venir. Après les gars, on va pas se mentir. Tous les joueurs de cette trempe, s'ils finissent par signer au PSG, c'est pas par défaut. Mais ce que je veux dire par là, ils y signent parce que le Barça n'a pas de sous et peuvent pas les signer. City ont d'autres priorités. Parce que pour tous les joueurs... évidemment qu'on n'est pas la priorité. Et il faut avoir aussi un petit peu d'humilité, les gars. Voilà. Et pas se dire, parce qu'il préfère aller à City ou au Barça. Non, faut absolument pas le recruter. Si tu réussis au final à le faire venir, profites-en. Et puis surtout, Kimmich, j'ai aucun doute sur son excellente mentalité. Son âge me fait pas peur. Les Mota et tout ça du début de l'ère QSI sont arrivés au même âge que lui. Et puis surtout, en fait, ce qui me séduit le plus chez lui, c'est la capacité à jouer à la fois milieu et latéral, parce qu'il va y avoir un vrai sujet par rapport à Achraf Hakimi à ce poste-là. Moi, les gars, je vous le dis, si Kimmich arrive, il y a moyen qu'il saute Hakimi au poste de latéral, et que du coup, au milieu, on peut se permettre déjà de recruter João Neves, en plus de Kimmich. Ça n'entraverait pas sa progression. Bon, bref. Après, voilà, je trouve qu'il faut quand même un joueur confirmé en priorité absolue à ce poste-là. Alors, João Neves, déjà, bonne mentalité. C'est vrai que c'est un joueur atypique,
que les supporters adoreraient, avec le maillot dans le short, là, un peu comme Abdou Diallo faisait il y a 2 ans, qui est petit, qui fait un peu old school. Donc c'est vrai que c'est super attachant. Il a l'air d'être un travailleur au quotidien, enfin très belle mentalité. Là-dessus, on a été servi cet été avec le Benfica, puisque Gonçalo Ramos est vraiment un joueur avec une bonne mentalité. João Neves, faut savoir qu'il a perdu sa mère au mois de février et que quelques jours après sa disparition, il a tenu à jouer face à Toulouse en déplacement en Europa League, ce qui est assez dingue. Donc ça témoigne d'une vraie force de caractère. Donc voilà. Petite anecdote, Manuel Ramos, le père de Gonçalo Ramos, a entraîné Neves en catégorie jeune. Parce que Manuel Ramos pouvait pas entraîner son fils Gonçalo, il pouvait pas entraîner la catégorie puisqu'il peut pas entraîner son fils. Et donc il a entraîné la catégorie en dessous où il y avait João Neves. Et on sait que les 2 joueurs sont proches. Peut-être que ça peut jouer. Comme Lucas Hernandez. Hein. Demain les gars, il y a France-Allemagne au Groupama Stadium. Si Lucas Hernandez pouvait toucher 2-3 mots à Kimmich, ancien partenaire au Bayern, ce serait pas trop mal. Même si pour Gonçalo Ramos, on pourrait y revenir. Il y a des rumeurs, Milan AC, Atlético Madrid, c'est le même agent, George Mendes, j'ai oublié de signaler ça, que c'est de l'écurie de George Mendes. Je sais pas trop quoi penser de ces rumeurs concernant Gonçalo Ramos, sans parler de celles durant le mercato d'hiver, hein, où un prêt n'était pas exclu, un départ avant le 31 janvier n'était pas exclu. Donc voilà, il va falloir surveiller, je pense. Hein. Gonçalo, je pense que de toutes les recrues de l'été dernier, en fait, c'est celui qui aurait peut-être pas le plus de chance, mais qui pourrait partir, pour qui il y aurait peut-être une possibilité. Parce que je le vois bien demander son départ, je vois bien George Mendes essayer de le refourguer ailleurs. Après, évidemment, quand on parle de l'Atlético et Milan, c'est des clubs qui ont tellement pas de sous que ce serait pour un prêt, hein, ce serait pas pour un transfert définitif. Bon bref, alors passons à l'analyse de João Neves. Déjà, le Benfica de Roger Schmidt, faut savoir qu'il joue avec plus de 60% de la possession, il joue très haut, en 4-2-3-1, et donc c'est l'équipe qui a le plus de possession en Liga NOS. Donc, évidemment, c'est similaire à nous, en matière de contexte. Après, peut-être que eux mettent plus de verticalité quand ils récupèrent le ballon. Les circuits sont sûrement plus rapides que le PSG Luis Enrique. C'est peut-être là la petite différence entre les deux. Après, pour revenir sur le joueur, bien sûr, la capacité à résister à la pression déjà, hein, contrôler des 2 pieds, ensuite se retourner, ça on en a cruellement besoin, poste de numéro 6. Grosse qualité pour remonter le ballon, faire des incursions aussi. Dans le dernier tir, il est plutôt bon pour voilà, amener le ballon dans la surface. C'est des qualités, ça, qui se rapprochent de celles de Warren Zaïre-Emery. Bien sûr, voilà, João Neves a un centre de gravité assez bas, donc il a une fréquence d'appui qui est très importante. Il a le ballon qui reste très proche du pied et ça lui donne une impression de maîtrise totale, en fait, de ses mouvements et l'impossibilité, en fait, de mettre le pied sur le ballon quand tu es son adversaire. Il a un bon jeu de passe, les renversements aussi, c'est très intéressant. Mais moi, je pense que ce qui me plaît le plus chez lui dans la perspective de le voir au PSG, c'est les dribbles. D'abord parce qu'il tente, ensuite parce qu'il réussit, et parce que après le dribble, il peut porter le ballon sur quelques mètres. Alors pas non plus faire des chevauchés, faut pas non plus le voir comme un joueur ultra percutant, mais quand même, voilà, il réussit à dribbler sous pression pour libérer de l'espace à ses partenaires, et ça c'est une qualité qu'on a vraiment besoin au milieu, parce que Warren, oui, il fait des incursions, mais c'est plus bulldozer. C'est pas péjoratif, mais il part avec, voilà, il est lancé et il va pas forcément faire de dribble en fait. Il va partir et c'est juste qu'il est inarrêtable parce que physiquement c'est un monstre pour son âge quoi, Warren. Bon, Vitinha, les dribbles c'est pas ça, Ugarte pareil, Fabien Ruiz pareil. Lee Kang-in, si on veut aller un peu plus haut, c'est pareil. Hein. Lee Kang-in, il peine à dribbler parce que il les passe, mais derrière il a pas le coup de rein en fait pour concrétiser l'action. C'est ça qui est dommage avec lui. Barcola, je pense que ce sera jamais un dribbleur comme Ousmane Dembélé l'est en fait. En réalité, bon, notre meilleur dribbleur c'est Ousmane, peut-être notre seul. Et donc au milieu, c'est vrai que cette capacité à prendre les 1 contre 1 et percuter, elle me plaît énormément chez João Neves. Ensuite, il fait 1m74, mais il a un jeu aérien avec des statistiques assez impressionnantes pour sa taille. C'est un peu bizarre. Il a de bien meilleures statistiques qu'Enzo Fernandez, par exemple, à Benfica. Et que plein de milieux qui sont plus grands que lui. Voilà, peut-être parce qu'il a un sens du timing, une capacité à sauter, une détente qu'il a bien travaillé. Il est vraiment bon. Après, c'est à voir. Hein. Peut-être qu'en Ligue 1, les profils sont aussi différents qu'au Portugal. Après, son défaut, c'est peut-être qu'il marque peu. Il prend peu sa chance. Alors là, c'est une ressemblance avec Verratti. Après, quand tu as 19 ans, bien sûr que tu peux progresser. La frappe, déclencher, ça, c'est un domaine qui est plutôt facile, on va dire, à faire progresser quand tu as cet âge-là. Après, il marque dans des moments clés. Par exemple, depuis ses débuts en pro, il a 3 buts au Benfica, dont 2 face au Sporting, à chaque fois dans des contextes où le Benfica perdait
et lui marque le but de l'égalisation. Donc, c'est plutôt intéressant. Il tacle bien. Alors parfois, il le fait dans le premier tiers, enfin sur les premières relances adverses, quand il est en pressing. Il y a un dicton qui dit un défenseur par terre est un défenseur battu. Donc, tacler dès le début de l'action de pressing, ça peut paraître un peu bizarre, mais il le fait bien. Et ensuite, il arrive à défendre en courant vers son but. Ça aussi, hein, c'est une qualité dont on a vraiment besoin. Vitinha ne l'a pas, Warren l'a un peu. Ugarte Pen, lui, voilà, il va réussir à faire des tacles assez propres, rattraper le porteur, courir vers son but. Donc ça, c'est très intéressant. Après, là où je poserai des nuances, déjà à Benfica, il joue dans un double pivot. Là, ce serait pour un rôle de numéro 6 ou numéro 8, ça peut s'envisager, dans un 4-3-3. Donc c'est assez différent parce que Warren et Vitinha, qui seraient donc les deux milieux auxquels ils seraient associés, c'est des milieux qui sont très actifs, qui sont pas positionnels. C'est-à-dire que Vitinha, quand on perd le ballon, faut tout de suite qu'il aille au contre-pressing parce que sinon, son petit gabarit fait qu'il est bouffé. Il sert plus à rien en fait. S'il va pas au pressing, il sert pas à grand-chose. Warren, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va avoir une grosse débauche d'énergie. Alors oui, au duel, c'est sûrement celui qui est le plus solide. Et j'ai hâte de le voir face au milieu du Barça qui finalement n'est pas si tonique, athlétique que ça. Techniquement, bien sûr, voilà, il nous bouffe. Hein. Mais athlétiquement, peut-être que le PSG va pouvoir rivaliser pour une des rares fois de la saison, j'ai envie de dire. Donc c'est très actif. C'est vrai que c'est deux milieux qui vont bouger, qui vont aller chasser. Warren, ces derniers temps, en contre-pressing est plutôt bon. Il fait la récupération sur le but de Mbappé face à Nice la semaine dernière. Et donc derrière, il faudrait quelqu'un pour canaliser tout ça, pour stabiliser l'équipe. Un profil de 6 à la Rodri dans le City de Guardiola, je crois, en fait. João Neves, c'est un joueur qui a tellement de volume de jeu, de course, qui est très actif, que je peine quand même à l'imaginer dans ce rôle de numéro 6 assez positionnel en fait. Pour nous et pour lui, ça ne maximiserait pas ses qualités. Et puis pour nous, du coup, on se retrouvait avec un milieu à 3 un peu foufou. Et la problématique de cette équipe qui se retrouve un peu coupée en deux sur 3 passes parce qu'elle se livre un peu trop au contre-pressing et qu'il n'y a personne pour rester un petit peu derrière. En fait, on la retrouverait quand même, tu vois. Alors que Guimarães, je trouve que à Newcastle, il a vraiment appris à défendre. Alors après, la première ligue, tu te livres, hein, c'est très très intense, hein, c'est des physionomies de match qui sont très différentes. Mais je lui trouve, voilà, un côté moins foufou en matière de contre-pressing que João Neves. Voilà, c'est le petit bémol, si on devait en mettre, les gars, bien évidemment. Après, c'est un joueur qui reste très complet, qui me fascine. Et si on peut le faire, faisons-le. Après, le prix, comme je l'ai dit, bon, écoutez, on s'en fout, hein, c'est les salaires le problème. Mais faisons-le que si les gros top noms ne veulent pas. Si Guimarães et Kimmich, on voit que c'est pas possible. Et moi, je continuerai dur comme fer à y croire, hein, parce que Guimarães, Kimmich, en réalité, City, bon, peut-être qu'ils vont recruter, mais ils vont pas recruter la planète entière. Hein. Eux, ils vont peut-être aussi aller sur Paqueta. Voilà. Le Barça, ils ont pas un rond. Et puis après, bon, en fait, les taux se resserrent, quoi. Chelsea, on s'est rendu compte que pas trop le projet où aller. Le Real, je vois pas en quoi ils recruteraient un milieu de terrain. La priorité pour eux, c'est plutôt de dégraisser, hein, en attaque avec l'arrivée de Mbappé et peut-être au milieu aussi. Donc voilà, c'est vrai que moi, j'y croirais. L'espoir est le dernier à mourir sur Guimarães et Kimmich. Bon, faisons un point sur nos joueurs qui étaient en sélection hier. Alors, Nuno a joué une mi-temps et Ramos 1 heure de jeu. Il a marqué son 8e but en 11 sélections, Ramos. Hein, c'est très bien. Il va revenir à Paris, Ramos, pas Nuno. Alors, c'est marrant parce que le coach du Portugal a fait... 2 groupes en fait. Enfin, il a fait un groupe de 32 ou 31 joueurs en fait, avec 8 joueurs qui jouent le premier match, qui était contre la Suède hier, et 8 joueurs qui arrivent que pour le deuxième match. Danilo et Vitinha n'étaient pas là, ils sont restés à Paris en fait jusqu'à aujourd'hui. Ils ont rejoint leur sélection portugaise et ils vont jouer le deuxième match. Et Gonçalo fait l'inverse, il a joué le premier match et il va pas jouer le second. Nuno, lui, il va jouer les deux. Bon, c'est dommage. Donnarumma a repoussé un penalty hier avec l'Italie. Par contre, bon, il fait une petite erreur quand même hein, sur le but égalisateur, hein, parce que il fait un crochet, enfin vous avez tous vu l'action, il fait un crochet sur l'attaquant et derrière il panique un petit peu, il fait une passe qui est un peu molle à son milieu. Alors bien sûr les torts sont partagés avec le milieu qui fait une remise très molle et au final c'est le milieu qui fait la passe décisive à l'attaquant adverse, c'est pas Donnarumma. Mais Donnarumma avait quand même ses 2 défenseurs sur ses côtés, le crochet lui fait un petit peu et puis aussi il fait une relance dans l'axe. Donc à partir du moment où tu fais une relance dans l'axe comme ça, qui est quand même une consigne qu'on t'apprend en U12,
Bon, t'es peut-être un peu fautif aussi, les torts sont partagés, disons. Et puis après, il a évité le 2-1, voilà, puisqu'il a fait un arrêt monstrueux, donc voilà. Du Donnarumma dans le texte, tout simplement. Bon, je voulais faire un point sur l'article équipe sur les salaires, et puis mais bon, on y reviendra dans une prochaine vidéo, les gars, parce qu'on est déjà à 29 minutes. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement. Alors peut-être pas demain, mais peut-être après-demain, ouais, pour là on va parler d'un joueur, tiens, un crack tout aussi générationnel que João Neves, mais qui évolue plus haut, que je vois plutôt en relayeur dans notre système, Désiré Doué. Désiré Doué, qui finalement est dans une écurie qui a ses entrées au PSG, tout comme celle de George Mendes. Hein. Le PSG, c'est le club de George Mendes, autant que c'est le club de Moussa Sissoko. Hein, parce que Moussa Sissoko, l'été dernier, c'est Kolo Muani, c'est Dembélé, et ce sont les transferts sur lesquels il y a eu, je pense, les plus grosses commissions. Bref, très bonne soirée à tous. Et ça change, parce que Moussa Sissoko, je crois, n'était pas aimé par Leonardo, même s'ils avaient négocié Dembélé libre juste avant l'arrivée de Luxembourg. Ou alors c'était l'ancien agent de Camavinga. Je sais plus si Moussa Sissoko s'occupait de Camavinga au moment où Leonardo ne voulait pas de Camavinga parce qu'il s'entendait pas avec l'agent. Je sais pas si l'agent en question c'était Moussa Sissoko ou un autre. Bon bref, bonne soirée à tous. Ciao les amis, prenez soin de vous.